Dans ma dernière vidéo, j'ai démontré que l'attribution des édifices du plateau de Gizeh à 3 pharaons insignifiants de la 4e dynastie reposait en réalité sur un socle inexistant. En janvier 2026, une étude menée par l'ingénieur Alberto Donini s'est intéressée à la datation de la Grande Pyramide. Elle propose une chronologie très antérieure à celle admise aujourd'hui. Les monuments de Gizeh sont rattachés par convention à la 4e dynastie, au 3e millénaire avant notre ère. Cette datation est enseignée comme acquise. Elle ne repose sur aucune mesure directe appliquée aux édifices eux-mêmes, aucun texte de fondation, aucune inscription de construction, aucune analyse physique de la pierre. Donini aborde la pyramide comme un objet minéral. Il s'appuie sur son état matériel observable. Son point de départ est simple, toutes les surfaces de calcaire de la Grande Pyramide n'ont pas été exposées à l'air libre pendant la même durée. À l'origine, la pyramide était entièrement recouverte d'un parement de calcaire fin. Cette enveloppe protégeait la maçonnerie interne. Après son démantèlement progressif, étalé sur plusieurs siècles à partir de l'époque médiévale, les blocs jusque-là protégés ont été exposés aux agents atmosphériques. Puisque certaines pierres de parement des pyramides de Gizeh se sont effondrées lors d'un événement catastrophique, et puisque la période de leur effondrement et de leur retrait est connue, j'ai mesuré l'érosion de surface des pierres qui étaient auparavant recouvertes par ce parement et je l'ai comparée à celle des pierres adjacentes, restées exposées aux agents atmosphériques depuis leur mise en place lors de la construction du monument. Sur ces photos que j'ai prises en mars 2025, vous pouvez voir des blocs du parement d'origine qui subsistent à la base de la Grande Pyramide et constater leur niveau d'érosion avancé. Et ici, en comparaison, les blocs supérieurs de la Grande Pyramide qui étaient protégés par ce parement jusqu'au XIVe siècle. Il en résulte aujourd'hui 2 états d'érosion distincts au sein d'un même monument. La différence tient uniquement à la durée d'exposition. Donini compare ces surfaces, il mesure cavité, perte de volume et désagrégation visible directement sur la pierre à plusieurs points de la base de la pyramide. Cette approche fondée sur l'érosion relative fournit des ordres de grandeur temporelle. Les résultats obtenus situent les durées d'exposition entre 11 000 et 39 000 ans avant le présent, avec une valeur moyenne autour de 25 000 ans. Les ajustements possibles, qu'ils concernent le climat ou les conditions d'exposition, déplacent la datation vers des périodes encore plus anciennes. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Gaïa. Gaïa, c'est une plateforme de streaming en ligne spécialisée dans les contenus liés à la spiritualité, la conscience, les médecines alternatives, l'ésotérisme, les civilisations anciennes, l'ufologie. Elle est souvent décrite comme le Netflix de la conscience. Ces programmes incluent des documentaires, des séries, des interviews, des conférences avec des figures comme Greg Braden, David Wilcock, Graham Hancock, Nassim Haramein ou encore Eric von Daniken. Aujourd'hui, Gaïa propose plus de 8000 vidéos disponibles à la demande, des séries originales, des documentaires exclusifs, mais aussi des cours de yoga, des méditations guidées. Profitez dès à présent de 7 jours d'essai gratuits en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. En utilisant ce lien, vous soutenez ma chaîne. L'étude d'Alberto Donini porte sur la Grande Pyramide, mais elle s'appuie sur un phénomène physique général, l'altération du calcaire exposé au temps. Ce processus s'exerce partout où la pierre est de même nature et soumise au même environnement, donc sur tous les monuments du plateau de Gizeh, contemporains de la Grande Pyramide. Les temples funéraires de Képhren et de Mykérinos, situés au pied des 2 pyramides éponymes, présentent des formes d'érosion plus avancées encore. Les blocs sont taillés dans le même calcaire, le contexte géologique et climatique est identique, pourtant les altérations visibles y sont plus profondes, plus étendues, parfois jusqu'à une perte massive de matière. L'érosion la plus marquée apparaît dans le temple funéraire de Mykérinos. À seulement 2 ou 3 mètres du sol, les blocs présentent un état de dégradation avancé. Les surfaces sont profondément creusées. La pierre est évidée, fragilisée, transformée en volumes alvéolaires instables. Les formes observées correspondent à un taphonie, caractérisé par des cavités arrondies, pénétrantes, continues. Ce type d'altération résulte de cycles prolongés d'humidification et de séchage, souvent associés à la présence de sel. Il s'agit d'un processus chimique lent, interne, qui agit sur le calcaire sur des temps extrêmement longs.
Le taphonie se développe préférentiellement dans des environnements où l'eau et les sels jouent un rôle central. On l'observe principalement en milieu marin et littoral, sur des calcaires soumis aux embruns. Les sels dissous pénètrent la pierre, cristallisent lors du séchage et provoquent une désagrégation interne progressive. Ce mécanisme creuse la roche de l'intérieur, affaiblit sa structure et génère des cavités profondes. Dans les contextes strictement désertiques, ce type d'altération reste marginal. Le vent polie et abrase, il ne creuse pas la pierre en profondeur. La présence d'un taphonie développé implique donc un régime hydrique actif, durable, associé à une disponibilité en sel et à des conditions proches de celles observées en environnement marin ou lagunaire. Sur le plateau de Gizeh, cette signature prend une portée particulière. Elle ne s'accorde absolument pas avec un régime désertique, stable et prolongé. Elle renvoie à un contexte où l'eau a circulé durablement, où la pierre a été saturée, puis soumise à des cycles répétés de séchage. Ces conditions diffèrent radicalement de celles de l'Égypte dynastique. Les blocs concernés sont massifs, mégalithiques, situés en élévation, hors de portée des phénomènes modernes de ruissellement ou de remontée capillaire. Les données paléoclimatiques placent le dernier intervalle compatible avec une telle érosion hydrique à la fin du Drias récent, avant 9600 avant notre ère. Le temple funéraire de Mykérinos apparaît ainsi comme un édifice hérité, déjà ancien au moment de ses réaménagements ultérieurs, marqué par un passé climatique aujourd'hui absent du plateau de Gizeh. On peut faire la même constatation au niveau du temple funéraire de Képhren. Des blocs rongés par une érosion du même ordre, parfois tout aussi avancée. Les surfaces sont creusées en profondeur, la pierre évidée sur plusieurs dizaines de centimètres. Ces blocs sont issus du même calcaire, extraits du même plateau, exposés au même environnement. Leur état traduit une histoire longue, marquée par des phases répétées d'humidification et de séchage. L'érosion visible sur le temple de Képhren s'inscrit dans la continuité de celle observée à Mykérinos. Elle confirme un régime climatique ancien, incompatible avec une exposition limitée à l'époque dynastique. Je ne m'étalerai pas dans cette vidéo sur l'érosion hydrique visible sur le Sphinx et son enceinte que j'ai déjà abordée de nombreuses fois. Simplement rappeler qu'on peut y voir une érosion verticale profonde, caractéristique d'une altération par l'eau, incompatible avec une érosion éolienne due au vent et au sable qui provoque des stries horizontales. Ces traces sont visibles sur le monument lui-même, sur les parois de son enceinte rocheuse et sur les blocs calcaires des temples associés, indiquant une exposition prolongée à des précipitations intenses et répétées. Cette observation implique un contexte climatique radicalement différent de celui de l'Égypte aride connue de nos jours ou à l'époque dynastique. Le Sphinx aurait donc été initialement taillé à une époque antérieure de milliers d'années à la 4e dynastie, lorsque le plateau de Gizeh connaissait encore un régime climatique humide marqué par des précipitations régulières. Les formes observées à Gizeh appartiennent à un répertoire géomorphologique connu. On les retrouve dans des contextes naturels où le calcaire a été exposé sur de longues durées à des régimes d'humidité répétés. Pour comprendre ce que révèle cette érosion, les comparaisons les plus pertinentes viennent des sites naturels où les formes visibles résultent du climat, de la nature, de la roche et du temps. Dans le sud-ouest des États-Unis, en Arizona, en Utah ou en Nevada, les paysages calcaires et gréseux présentent des cavités profondes, des volumes évidés, des surfaces alvéolaires très proches de celles observées sur le plateau de Gizeh. Visuellement, la parenté est évidente, mais l'essentiel se joue ailleurs dans la chronologie. Un point doit être clarifié avant d'aller plus loin. Lorsque l'on compare les formes d'érosion observées à Gizeh à celles visibles dans des paysages naturels, il ne s'agit jamais de dater la roche elle-même. Le calcaire peut avoir des millions d'années, ce n'est pas la question. Ce qui est daté, ce sont des formes d'altération, c'est-à-dire le moment où la pierre a été creusée, évidée, transformée par l'eau. En géomorphologie, une roche peut rester presque intacte pendant des durées immenses, puis être profondément modifiée durant une période climatique relativement courte. Les formes visibles aujourd'hui ne se construisent pas progressivement sur des millions d'années. Elles apparaissent lors de phases actives, bien identifiées, puis se figent lorsque les conditions changent. Dans le sud-ouest américain, les taphonies visibles aujourd'hui se sont formées principalement entre 15 000 et 8 000 ans avant le présent. Cette période correspond à une phase climatique plus humide liée à la fin de la dernière glaciation. Durant cet intervalle, l'eau a pénétré la roche, les cycles d'humidification et de séchage se sont répétés et les cavités se sont développées en profondeur.
Après cette phase, le retour à l'aridité a stoppé presque totalement l'altération. Le désert a conservé ses formes sans les modifier davantage. Les reliefs naturels que l'on observe aujourd'hui peuvent être anciens par leurs matériaux, mais récents par leur morphologie. Ce sont des formes héritées, produites durant une fenêtre climatique précise, puis figées jusqu'à notre époque. À Gizeh, les temples présentent des cavités arrondies, des pertes massives de matière, une désagrégation interne du calcaire, parfois sur plusieurs dizaines de centimètres. Ces formes correspondent à des processus connus, elles renvoient à des phases humides anciennes aujourd'hui absentes du plateau. Dans les déserts américains, ces morphologies renvoient toujours à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène. Les phases humides n'étaient pas identiques partout sur la planète, mais elles étaient synchrones. Entre 15 000 et 8 000 ans avant le présent, la Terre sort de la dernière glaciation, les moteurs climatiques sont globaux. En Égypte, cette période correspond à l'expansion vers le nord de la mousson africaine, à des puits durables, à des nappes phréatiques élevées. C'est la phase du Sahara vert. En Amérique du Nord, le régime est différent, mais l'effet sur la roche est comparable. L'eau agit, les cycles se répètent, les formes se creusent, les morphologies observées à Gizeh résultent de ces conditions. Elles témoignent d'un régime climatique ancien suffisamment long et suffisamment humide pour transformer la pierre en profondeur. Les édifices du plateau de Gizeh ne datent pas de l'époque dynastique. Leur état physique impose une chronologie qui dépasse largement le 3e millénaire avant notre ère. Ils portent les traces d'une exposition climatique ancienne, antérieure à 8000 ans avant notre ère. Cette date marque la dernière période durant laquelle le climat a laissé une empreinte mesurable sur ces monuments. Leur édification, elle, pourrait être bien antérieure. Merci à Gaïa d'être mon partenaire depuis des années. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuit en cliquant sur le lien en description et en commentaire épinglé. Moi je vous dis à très bientôt.